Mais pour commencer cette quotidienne, donc la descente aux enfers d'Aline, battue par son conjoint. Aline qui va être obligée de se prostituer. Née d'un adultère, Aline vit une enfance tourmentée à Douai, dans le nord de la France. Ses relations avec ses parents ne sont pas bonnes et Aline tente par tous les moyens de s'émanciper. À 18 ans, elle va rencontrer un gendarme, Paul, dont elle tombe amoureuse. Aline voit en lui l'espoir d'un avenir heureux. Elle quitte alors tout pour s'installer avec lui dans sa caserne à Strasbourg. Le couple va vivre 3 années de bonheur, mais Paul va commencer à avoir des exigences. Alors qu'Aline ne veut pas d'enfant, il l'empêche par exemple de prendre un moyen de contraception. La jeune femme va donc rapidement tomber enceinte, mais alors qu'elle attend sa fille, Aline va découvrir le véritable visage de son compagnon. Le gendarme commence à la battre à de nombreuses reprises. Paul décroche même l'étringle à rideau pour frapper sa compagne. Par amour et surtout sous emprise, la jeune femme encaisse. Mais seulement 3 mois après la naissance de Camille, Aline tombe à nouveau enceinte. Elle veut avorter, mais Paul lui fait du chantage et menace de l'abandonner. Sous son emprise, Aline garde l'enfant et s'enfonce dans une vie de violence. Un jour pourtant, elle finit par alerter le supérieur de son mari de ce qu'elle subit et cette alerte va offrir un peu de tranquillité à Aline. Nous sommes à Mulhouse, dans l'est de la France. C'est ici que vit Aline, une célibataire de 53 ans, maman de 3 adorables enfants. Née d'un adultère, dans le nord de la France, Aline vit une enfance difficile. À 18 ans, la jeune femme tombe amoureuse de Paul, un gendarme. Aline voit en lui l'espoir de s'émanciper de sa famille et de construire une vie heureuse. Très rapidement, elle emménage avec Paul dans sa caserne à Strasbourg. Pendant 3 ans, le couple file le parfait amour. Mais un élément fragilise le couple. Aline ne veut pas d'enfant. Le gendarme décide alors de l'empêcher de prendre un moyen de contraception. Aline se plie par amour à cette exigence et tombe enceinte. Mais lorsque Paul découvre cette grossesse, il révèle son vrai visage. Paul se serait alors mué en véritable tyran. Les coups commencent à pleuvoir alors qu'Aline porte leur enfant. La jeune femme pense que la naissance de sa fille va sauver son couple. Mais lui refuse de reconnaître la petite Camille et décide d'isoler Aline. C'est le début d'un vrai calvaire pour la jeune femme, alors que les coups redoublent d'intensité. Paul se sert même des barres du rideau en bois pour frapper le corps et le visage de sa compagne. Malgré les hématomes sur son corps, personne ne vient en aide à Aline. Seulement 3 mois après son accouchement, Aline tombe à nouveau enceinte. Et alors qu'elle veut mettre un terme à sa grossesse, Paul lui fait du chantage et menace de l'abandonner. Sous son emprise, Aline garde l'enfant et s'enfonce dans une vie de plus en plus violente. Les insultes s'ajoutent à la violence physique. Le gendarme répète chaque jour à sa compagne qu'elle est bonne à rien. Un jour, Aline pense enfin voir la lumière au bout du tunnel. Ce jour-là, un des supérieurs de son mari, colonel, se promène dans la cour de la caserne. Aline fonce vers lui pour l'interpeller et lui faire part de la violence qu'elle subit. Le colonel, choqué par ces révélations, lui assure qu'elle ne subira plus aucun coup. Et il n'a pas menti, car Paul ne bat plus Aline, en tout cas dans la caserne. Car dehors, les coups continuent. Des coups dans les côtes, quand ils font les courses. Des coups dans les jambes, dans les files d'attente. Et Aline n'est pas au bout de ses peines. Quelques mois plus tard, une réorganisation de la caserne est annoncée. Et Aline comprend rapidement qu'elle et son mari vont bénéficier d'un logement privé en dehors de la caserne. Cette nouvelle fragilise Aline. Elle comprend que la protection du colonel est terminée.
Paul pourra à nouveau la frapper chez eux, chaque jour. Et dès leur arrivée dans ce nouveau logement, la violence domestique redouble. Mais Aline ne veut pas sombrer sous les coups. Grâce à l'aide d'un voisin, elle stocke ses affaires dans un garage de l'immeuble en vue d'un départ. Ce jour-là, il est 7 h du matin lorsqu'Aline quitte son enfer avec ses enfants sous le bras et quelques économies. Elle pense alors que l'avenir va enfin lui sourire. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Aline. Bonjour, moi Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Paul, vous l'avez rencontré en 1986. Oui. Vous aviez un petit copain, d'ailleurs, à l'époque, je crois. Oui. Et vous avez un coup de foudre pour Paul. Oui, tout à fait. Parce que déjà, il avait une bonne situation. Il était gendarme. Voilà. Comparé à mon copain qui était chômeur professionnel. Voilà. Donc, il m'assurait, pour moi, un bel avenir. Il n'y avait pas que ça. Il vous plaisait aussi. Il me plaisait énormément. Voilà. Tout à fait. Il y avait beaucoup... Oui, j'étais tombée sous son charme. Il dégageait quoi, à ce moment-là? Il était grand. Enfin, pour moi, il était grand. Il avait de la prestance. Et puis, il venait de sortir de l'école des sous-officiers, donc il avait sa fierté. Et puis moi, j'étais contente de savoir que je rencontrais un homme déjà beau, qui présentait bien, mais qu'en plus, il me disait « t'es belle », il me montrait qu'il était amoureux de moi. Donc, je me voyais partir dans le bonheur avec lui, de fonder une famille dans la sécurité. Voilà. Il était très gentil. Très gentil, oui, très gentil. Il prenait soin de vous, oui. Il vous faisait beaucoup de compliments. Oui, au début, oui. Au début, oui, voilà. je parle au début, pendant le début de Comme il votre était mobile, donc il partait régulièrement en déplacement, ça pouvait durer 3-4 mois, donc tous les jours, il m'écrivait même voire 3 lettres par jour. Et c'était toujours des mots d'amour, il m'envoyait des pétales de rose en forme de cœur, voilà. Oui, très romantique en plus. Oui. Il y avait juste une petite chose, visiblement, c'était au lit. Oui, au lit. Il avait entendu ou lu dans un magazine, je ne sais pas, un psychologue qui disait qu'il fallait pas se laver parce que les odeurs sexuelles excitent. Et donc, il m'a obligée à pas me laver. Enfin, lui ne se lavait pas, déjà, lui, dans un premier temps. Et donc, j'étais obligée de faire ce que je ne voulais pas faire. Et ça, vous l'acceptiez C'était ça, autrement, je savais que j'allais pas passer une bonne journée, qu'il va me mettre de côté à l'écart ou qu'il va me faire des remarques. Parce que des remarques, quand même, il y avait de temps en temps. Enfin, c'est venu progressivement. Mais comme j'étais amoureuse, accrochée, je me suis dit, bon, avec le temps, il va peut-être se calmer. Enfin, voilà, Et puis au lit, il faut que vous parliez de vous aussi, enfin dans des termes pas forcément agréables aussi. Oui, ça c'est quand j'étais à la caserne un jour et bon, il me demande de venir, je le rejoins, j'avais pas encore d'enfant. Et il habitait encore, c'était pas les logements où il y a tous les... C'est là où on met les célibataires. D'accord. Et donc on entend tout, c'est des murs en carton. Et nous étions en train de faire l'amour et il me demandait que je dise que je suis une salope. Mais moi, je ne voulais pas entendre... De le dire fort. Oui, le dire fort. Que les gens autour puissent entendre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je ne voulais pas. Et il insistait. Et donc, j'ai fini par dire, je suis une cochonne. Plus fort, je suis une cochonne. Et donc, bon, le lendemain, voilà, on traverse la cour, on roule au pas. Et mon mari rencontre un de ses collègues. Et puis, il s'arrête. Et le collègue lui dit, t'as entendu, hier soir, il y en a une qui s'est fait défoncer l'oignon. J'aurais pu me mettre dans un trou de souris, je l'aurais fait. J'avais honte. Et puis j'ai tout de suite compris, en fait, que c'était déjà organisé, en fait. Mon mari a dû lui dire, ma copine arrive ce soir, tu vas voir ce que je vais lui mettre, une bonne pétée, parce que ça aussi, je reprends ces mots, c'est pas les miens. Hein. Une bonne pétée, et donc, voilà, et puis... Mais face à ça, le fait de ne pas se laver, le fait de s'auto-insulter, oui. En fait... Ça vous met pas la puce à l'oreille? Vous dites pas il y a quelque chose qui va pas malgré tout, même s'il présente bien, même s'il est gendarme, même si c'est un beau gosse, il y a peut-être un truc qui... non, je suis restée sur ma... Non, c'est pas un reproche. Non, je comprends fort bien, non, j'étais amoureuse, je crois. Ouais. Puis j'espérais, je me disais, parce que souvent on se voyait dans le Nord, avec ses parents et les miens, c'était rare quand j'allais à Strasbourg. Quand j'allais à Strasbourg, on était dans son petit studio, là, ça allait. Je l'avais pour moi. Il était
C'est quand il savait qu'il y avait des gens autour, c'est ça? Voilà, il aimait bien me rabaisser aussi devant les autres. Quand il y avait des gens autour, j'existais plus autant que quand on était seul. Ouais. Vous dites d'ailleurs que vous venez du Nord, je crois qu'il se moquait un peu de votre accent. Oui, aussi. parce que les gens du Nord confondent beaucoup les auxiliaires, hein. Et donc il me reprenait surtout en me disant que je ne savais pas parler, plein de choses, quoi. Moi, j'avais été élevée comme ça. Mais aujourd'hui, bon, je me suis rattrapée, merci, grâce à lui. En fait, les choses vont vraiment basculer quand vous allez tomber enceinte, Oui. au fond. Et surtout, c'est vers le 4e mois, je crois, où vous êtes enceinte, oui. où là, les choses vont vraiment basculer. Déjà, il voulait cet enfant? C'est lui qui m'a... Il était en déplacement à Paris et il me téléphone souvent. Et il me dit un soir, j'aimerais que tu arrêtes ta pilule, je veux un enfant de toi. Ah ben pour moi, c'était le bonheur. J'étais contente qu'il me demande de cet enfant. Elle a mis du temps pour venir, ma fille. J'ai dû attendre 1 an. Et puis, donc, j'ai pas su tout de suite que j'étais enceinte, puisque j'avais encore mes règles. Et donc, 3 mois après, quand je l'ai su, on était dans la voiture, et il y avait une lettre qui était adressée pour la CAF, pour les déclarations de grossesse. Et elle n'était pas timbrée. Et du coup, il me fait le reproche qu'il n'y a pas de timbre sur cette enveloppe. C'était un vendredi, je me souviens encore. Je lui dis, c'est pas grave, on n'est pas plus avancé, la poste s'est fermée le week-end, on mettra lundi. Ça l'a complètement vexé parce que je lui ai dit simplement cette phrase, on n'est pas plus avancé. Il m'a mis un de ces coups de poing, je l'ai reçu là en pleine tête, mais d'une force, que c'est la première fois de ma vie, pourtant j'ai déjà pris des bûches, que j'ai vu des papillons. J'ai mis 2-3 minutes avant de me remettre sur mes pieds. J'ai voulu descendre de la voiture, puisque ma mère était pas loin, elle habitait pas loin à ce moment-là. Et il est descendu, il m'a rattrapé, il s'est excusé, je te promets, je ne te frapperai plus, je ne te frapperai plus. Et il a Tout ça pour un timbre? Ouais, pour un timbre. Parce qu'il n'était pas collé sur l'enveloppe, parce que j'en avais pas, je pouvais pas coller quelque chose que je n'avais pas. Et donc voilà, à partir après, il m'a plus frappé. Il m'a refrappé quand je suis retombée enceinte. Je ne voulais pas d'enfant. Alors, après, donc, la petite, votre fille va naître. Venir au monde, oui. Mais ça va l'agacer quand même, les cris, ses cris, ses pleurs, quand elle fait les dents. Voilà. Tout ça, ça l'énerve quand même. Il y a tout Vous qui le sentez? l'énerve, puis il réfléchit pas. Il y a aussi un moment donné, quand on venait de quitter la maternité, il me fallait passer au magasin chercher certains articles. Puis je lui dis, tiens, regarde là-bas, il y a des jeunes qui sont en train de piquer des pneus. Alors d'un seul coup, il fait son franjo, il traverse le parking comme un fou, il freine au frein à main la voiture, j'ai cru qu'elle allait se renverser, et ma fille avec, du coup, je la tenais, heureusement, parce qu'autrement, elle aurait volé. Bref, voilà, oui, il était fou, il pensait pas... Oui. Et donc, qu'est-ce que vous me posiez avant? Non, je vous disais, ça va l'énerver, les pleurs de la petite, oui, tout l'énerve. un soir, alors voilà, tout l'énerve. La petite, elle fait ses dents, donc elle pleure, on est dans ce studio. Et il me demande de mettre la petite dans le cagibi. Mais je me suis dit, ça ne avancera pas plus, puisqu'il n'y a pas de porte et tout. Bon, ça m'embêtait de la mettre dans le cagibi, mais dans son couffin. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, j'obéis parce que je sais qu'il ne va pas être content. Donc je mets la petite dans le cagibi et au-dessus de la porte, il y a une barre à rideaux en bois, les grosses barres, qui ne tenaient pas. Il suffisait qu'on claque la porte d'entrée pour que celle-ci tombe toute seule. Donc il me demande de prendre une couverture, des épingles à linge et d'accrocher cette couverture afin d'étouffer le bruit. Forcément, à peine je touche la barre, boum, elle tombe. Je dis rien, je descends, je ramasse la barre, j'essaye, boum, 3 fois, toujours le même résultat. Du coup, il s'énerve, il quitte la table, parce qu'on était en train de manger et que ça l'empêchait d'écouter la télé, c'est pour ça qu'il fallait enfermer la petite. Il s'énerve, il prend la chaise et puis la barre à rideau, et puis bien sûr, comme moi, la barre, elle tombe. Il ne pouvait pas faire des miracles. Je lui dis tout simplement, t'as vu, je te l'avais dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Il est redescendu de sa chaise en 4x4, il a pris la barre à rideau, et là, je ne sais pas combien de coups, j'ai pu prendre une vingtaine sur. Et donc, je m'étais mise en boule par terre, j'avais mis mon ventre entre mes jambes et ma tête aussi pour me protéger des mauvais coups. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il voulait votre premier enfant. Oui. C'est lui qui vous l'a demandé. Oui. Il a reconnu? Pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il voulait que je reste dans le Nord. Pour que je profite de parents isolés. C'est-à-dire profiter de parents isolés, profiter de l'indemnité de parents isolés, que vous continuiez à toucher de l'argent. Oui. Et c'était plus important que reconnaître son enfant. Bah, faut croire. Il l'a pas reconnu. Il a mis un an. En fait, ma fille est née au mois d'octobre. Mon garçon, après, il est né aussi, donc 1 an, au mois d'octobre. Et donc, il m'interdisait donc de prendre la contraception. J'avais pas le droit. Et donc, j'essayais, quand on avait eu un rapport, j'allais dans la salle de bain,
j'enlevais le pommeau de douche et je m'injectais un peu d'eau en priant le bon Dieu pour que... Pour pas retomber enceinte. Voilà. Et vous allez retomber 4 mois après? Même pas 3 mois. 3 mois après? 3 mois. Ouais. 3 mois, puisqu'ils sont nés tous les deux au mois d'octobre, à 89-90. Et là, pendant cette deuxième grossesse, là, les violences vont redoubler. Ah oui. Là, les violences, ce sera de plus belle et même toujours bonne à rien, mauvaise à tout, ça aussi. J'avais beau faire tout ce que je pouvais, c'était toujours mal. Et puis j'étais sa boniche. Monsieur se déshabillait, il y avait la panière à côté, mais non, il fallait mettre les vêtements par terre parce que j'ai ma bonne qui est là. Et puis voilà, c'était... Et vous frappez violemment? Oui. Vous viviez dans la caserne à ce moment-là? Oui, dans la caserne, Mais les gens n'entendaient pas? Mais bien sûr que si, puisque le lendemain matin, moi je sortais toujours à la même heure, je suis réglée, pour aller jeter mes poubelles. Et j'avais toujours 2-3 bonnes femmes qui me couraient après pour me dire on a entendu hier soir, qu'est-ce qu'il t'a fait puis alors je montrais. Et pourquoi il t'a frappé? Parce qu'il n'y avait pas de sucre. Juste, excusez-moi, Aline, on est quand même dans une caserne de gendarmes. 110 gendarmes, plus leurs femmes. Et vous sortez, vous montrez vos coups? Oui. Et personne ne bronche? Non. Dans une caserne de gendarmes? Oui, et j'ai même demandé aux femmes, s'il vous plaît, prévenez le colonel, parce que si c'est moi qui préviens, je vais encore me faire plus sonner les cloches que si c'est quelqu'un d'étranger. Il va se dire, ah bah tiens, on m'entend, faut que je me calme, parce que voilà. Et personne ne le fait? Non. Jusqu'à ce qu'un jour où il faisait beau, on était dans la cour avec mes enfants, puisque j'avais pas le droit de sortir, j'étais séquestrée, j'avais pas le droit de téléphoner, facture détaillée à l'appui. Donc j'étais dans la cour avec mes enfants, puis il y a une femme de gendarme qui me dit regarde là-bas, c'est le colonel. Elle n'avait pas fini sa phrase, que j'avais pris mes jambes à mon cou pour le rejoindre, et puis je lui dis tout ça. Et il me dit j'étais pas au courant. Et après, quand j'ai quitté ce monsieur, je me suis dit punaise, qu'est-ce que j'ai pas fait là, je vais me faire tuer. Et le puis, colonel vous dit quand même ça va s'arrêter? Je vais lui en parler. Voilà. Et n'hésitez pas à venir me voir si ça se reproduit. Seulement... Il a plutôt un bon comportement, on va dire. Non. Non? Non, parce que venir le voir, je suis obligée de traverser toute la caserne. Et le téléphone arabe, ça va très vite. Si moi je traverse la caserne... Tout le monde le voit. Et Thierry, il le saura tout de suite. Donc j'ai pas rien dit. Voilà, j'avais peur qu'il rentre, mon mari. Et puis il s'est calmé. Enfin, à la maison du moins. Mais sitôt qu'on était dehors, par exemple au magasin, tiens, attrape ça. Donc je vais attraper l'article et il en profitait pour me donner un coup dans les côtes ou le caddie dans le talon d'Achille. Un jour, il me dit j'aimerais t'acheter un pantalon d'été. Je dis t'en trouveras pas, on est au mois de septembre, c'est la saison d'hiver maintenant, tu trouveras pas de pantalon d'été. Si, on y va, on fait 3 magasins, au bout du 3e, je dis tu vois, je te l'avais dit, on ne trouvera pas de pantalon d'été. Alors lui, il avait un des gosses dans ses bras et moi l'autre, on les met derrière, on les installe. Et puis moi, je m'installe, et lui, il était déjà installé. Et je veux attraper ma ceinture de sécurité. J'ai pas eu le temps. Il m'a attrapé comme ça, ici. J'étais en train de m'étrangler, et avec l'autre main, coup de poing sur le sommet de la tête. Et il y avait un vigile sur le parking qui a assisté à cette scène et qui s'est arrêté devant la voiture, prêt à descendre pour dire oh, t'arrêtes de cogner ta femme. Et du coup, il s'est remis en place, il a démarré. Et on est reparti. Et puis je me suis dit mince, c'est pas le chemin de la maison là où il m'emmène. Il m'a emmené sur un terrain de foot. Il a fait comme d'habitude, hein, quand il est fou, je roule vite et démarrage, freinage au frein à main. Donc dans les cailloux, la voiture, elle fait comme ça, comme toujours. Et il me dit, descends de la voiture. Il était sorti, il fait le tour, descends de la voiture. Je dis non, je descends pas. Si, tu descends de la voiture. Je dis non, je descends pas. Bref, à force de me saouler, j'ai commencé à passer un pied. Il m'a claqué la portière sur la jambe. Donc j'ai remis ma jambe à l'intérieur. Descends. Je dis non, tu me frappes. Descends, je t'ai dit. Puis il s'est énervé. Bon, il m'a attrapé le bras. Donc il le tenait, il claquait la portière sur mon bras. Et puis j'ai fini par descendre. J'ai dit tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, et je vais rester là sur ce parking. Il y avait les enfants dans la voiture? Oui, il y avait les enfants dans la voiture. Et donc je suis descendue et là il a commencé de nouveau à me claquer des coups de poing et tout ça. Je criais. Par chance, dans les vestiaires, il y avait un homme qui s'occupait de l'entretien de ces vestiaires, donc qui m'a entendu et est sorti. Et du coup, ça a arrêté net. Voilà. Juste un mot, maître Sandrine Pégan, parce que l'histoire, elle est terrible. Et d'habitude, on dénonce les voisins qui bougent pas, etc. Et là, je le disais tout à l'heure, je trouve que c'est quand même pire
qu'on soit dans une caserne de gendarmerie, avec autour des gendarmes, des familles de gendarmes qui sont là pour nous défendre, pour défendre la loi. Un colonel, hein, il était colonel, c'est ça, un colonel qui fait un geste malgré tout, mais enfin qui va pas au bout. Finalement, il fait juste un geste. C'est terrible cette scène. Complètement terrible. En plus, là, on est juste sur le plateau. On vit les scènes avec vous tellement votre récit est détaillé. Et je me dis que les collègues de votre mari, le colonel qui était sur place, qui entendait ces cris, qui entendait les coups, parce qu'on en était là aussi, qu'il n'y ait pas de dénonciation. Non, jamais. Même, on aurait pu même les poursuivre s'il y avait eu procédure, pour non-assistance à personne en danger, pour non-dénonciation de délit, et je vais même aller plus loin, peut-être même de crime, parce que vous auriez pu perdre votre bébé avec les violences subies quand vous étiez enceinte. Mais c'est scandaleux d'en arriver là. En plus de ça, même si après, les choses avaient été en plus avérées, puisque bon, on peut toujours se dire, tiens, peut-être qu'elle exagère et qu'il y a des cris, mais vous aviez des marques, vous aviez véritablement des preuves matérielles. Elle les montrait chaque jour, hein. Vous nous disiez dans la caserne, vous les montriez en plus. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, c'est vrai qu'on est dans les années 86, c'est ce que vous disiez, c'est 92 à ce moment-là. 92. Je l'ai connu en 92. Non, mais c'est des gendarmes. Mais bien sûr, ah oui, des mais gendarmes, ça c'est horripilant. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, c'était un petit peu plus ancré dans les mœurs. C'est horrible ce que je dis, mais c'était encore tabou de dénoncer, surtout qu'en plus, quand ça concernait des gendarmes qui sont là pour se battre pour les valeurs républicaines. Mais c'était véritablement un scandale. Et je crois, Aline, qu'en plus, il y avait une solidarité entre gendarmes. C'est-à-dire qu'ils ne se dénonçaient pas. Oui, non. Et oui, ils sont très, très solidaires. Oui. Alors, vous nous l'avez dit, quand vous avez vu ce colonel, les violences se sont arrêtées. Oui. En tout cas, dans la maison, dans l'appartement, parce que ça continuait dehors. Et puis un jour, il va falloir déménager. Oui. Parce qu'il y a une réorganisation de la caserne. Oui. Et tout à coup, on vous donne un autre appartement, mais qui est à l'extérieur de la caserne. Et là, les violences vont reprendre parce qu'il n'y a plus personne, au fond, qui peut entendre. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Oui. Mais heureusement, il y a un voisin. Oui, les voisins ont vu. Bon, personne n'a aussi réagi parce que moi, j'avais demandé à ma voisine pourquoi vous venez pas frapper à la porte. Parce que c'est un gendarme. Et oui, c'est ça. Parce que c'est un gendarme. Alors bon, ben voilà. Et les femmes de gendarmes, quand j'étais encore à la caserne, je leur avais demandé à certaines, est-ce que vous pouvez me faire une attestation? C'est qu'un petit bout de papier. Elles me l'ont toutes refusé. Elles me l'ont toutes. Ça, c'est compliqué, maître Pégan, de porter plainte contre un gendarme, de témoigner contre un gendarme, parce qu'en plus, on se dit souvent, si c'est un secteur gendarmerie, je suppose, en plus. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas aller à la gendarmerie porter plainte contre un gendarme. Comment on fait dans un cas comme ça? Alors, vous parliez justement de cette solidarité dans le corps même de la gendarmerie. C'est ça qui est un peu surprenant, c'est que, normalement, on est là quand même pour défendre des valeurs, et on se bat pour ça. Donc, si en plus de ça, il s'avère même que c'est un personnage même de la communauté qui produit des faits qui sont aussi répréhensibles, comment on fait? Eh bien, malheureusement, à un moment donné, il faut briser ce silence, il faut briser ce tabou et se rendre dans les commissariats, se rendre dans les gendarmeries qui sont extérieures de la caserne. Ou dans un commissariat, puisque c'est la police. Voilà. On peut aller porter plainte contre un gendarme, ça peut se faire peut-être dans un commissariat de police, parce que c'est pas tout à fait pareil. Et après, il y a une enquête qui sera diligentée pour justement voir si les faits sont avérés ou non. Et puis après, faire aussi en sorte que cet individu qui est au sein même de la police ou de la gendarmerie soit suspendu et radié de ses fonctions. Ben justement. C'est cette raison-là qui a fait... Parce que j'avais fini quand même par obtenir 2 certificats médicaux par le médecin traitant quand j'allais le voir pour mes enfants. Et puis, un jour, il m'a fait une tête, mais vraiment au carré. Hein. J'avais 2 yeux au beurre noir, le nez de travers et une joue comme ça, pour une histoire de sucre. Et donc, il m'avait emmené à l'hôpital le soir parce que je n'arrivais plus à respirer. J'ai dit, tu m'as cassé le nez? Du coup, il s'est senti obligé de me ramener à l'hôpital. Et puis non, par chance, mon nez n'était pas cassé. Mais aujourd'hui, j'ai encore un morceau de cartilage écrasé. Et donc, en douce, je demandais au médecin, faites-moi un certificat médical, s'il vous plaît. Non, je ne vous fais pas ce certificat. Parce qu'il était gendarme? Non. C'est ça? Parce qu'il va vous fouiller. Et s'il le trouve, il va vous ordonner. Revenez demain. Alors, le lendemain, je me suis organisée comme je pouvais pour pas qu'il s'en aperçoive. J'avais préparé le repas d'avance et puis j'avais programmé mon four pour que tout soit prêt pour midi parce qu'il rentrait entre l'heure et je me dépêche, je mets mon petit garçon assis dans la poussette, ma petite fille debout sur le châssis, 7 km à toute vitesse pour être rentrée sûre à l'heure et j'ai eu affaire à un médecin légiste qui a retrouvé des traces de coups dans mon ventre. Ben, j'ai dit, non, il y a longtemps qu'il ne m'a pas frappé dans le ventre. C'est que ce jour-là, ça devait être violent pour que ce soit encore là. Donc, elle m'avait fait une liste comme ça des séquelles que j'avais, des bleus que j'avais.
Donc j'avais 3 certificats médicaux, j'aurais pu porter plainte contre lui, mais je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est qu'il aurait perdu sa situation professionnelle. Et alors? Ben, il m'aurait tué. Il ne l'aurait pas accepté. La deuxième, je me suis dit, garde sa situation professionnelle. Je lui avais dit, je te rends les certificats médicaux, mais en échange pour les 2 enfants, c'était une belle somme, tu me donnes 2500 francs pour les enfants. Et puis, en gardant sa situation professionnelle, à supposer que ce mois-ci, il n'a pas payé la pension, j'appelle la gendarmerie, c'est enlevé tout de suite de son salaire. Donc, je me suis dit, ça servirait à quoi de porter plainte contre lui? Ça va me ramener, ça va pas m'enlever ce que j'ai vécu. Et puis, bah là, j'ai la sécurité de cet argent pour mes enfants. Et aussi d'être vivante, parce que je sais pas, je pense qu'il m'aurait tué s'il avait perdu sa situation. Alors Aline, vous allez finir par fuir votre mari violent, vous allez alors écumer des foyers insalubres avec vos jeunes enfants, et lorsqu'une place se libère dans un établissement pour femmes battues, vous soufflez enfin, mais rapidement, vous déchantez et vous venez à bout de vos économies, vous êtes en incapacité de nourrir vos enfants, vous cherchez, mais vous ne trouvez pas d'emploi, alors vous allez finir par vous tourner vers la prostitution chaque soir pendant plusieurs mois, vous vous rendez aux abords de la gare de Strasbourg et vous n'avez à ce moment-là pas d'autre choix que de vendre votre corps. Tout à fait. Alors qu'elle vient d'échapper à Paul, son mari violent, Aline se retrouve à la rue avec ses 2 enfants. Ces quelques économies ne lui permettent pas de payer une chambre d'hôtel. Elle se tourne alors vers un foyer SOS Femmes Battues. Mais le foyer est plein et Aline s'en voit refuser l'entrée. Désemparée, elle n'a pas d'autre choix que d'aller dans un foyer de voyageurs. Elle vit alors avec ses 2 jeunes enfants dans un endroit insalubre où elle partage sa chambre avec plusieurs sans-abri. Aline ne dispose que d'un simple matelas pour elle et ses enfants. Au bout de 2 mois, elle réussit à quitter cet endroit de misère. Elle vient en effet d'apprendre qu'une place dans le foyer SOS Femmes Battues s'est libérée. Pour Aline, c'est une délivrance. Elle va enfin pouvoir être en sécurité. Mais le foyer vit des dons et ne permet pas à Aline de nourrir ses enfants correctement. Alors, un matin, Aline apprend qu'il n'y a plus de lait pour nourrissons et elle s'effondre. Elle doit trouver au plus vite un moyen pour nourrir ses enfants. Sans emploi, la boule au ventre, elle finit donc par se tourner vers la prostitution. Munie d'un peu d'argent, elle part acheter 3 préservatifs et se rend à la gare de Strasbourg. C'est ici que pendant plusieurs mois, Aline va passer ses soirées alors que ses enfants sont gardés par l'éducatrice. Après plusieurs mois d'enfer, c'est grâce à un client qu'Aline sort de la prostitution. Ce client, Alexandre, lui promet une vie meilleure et accepte les enfants d'Aline. Elle s'épanouit enfin dans une vie de couple et surtout sans violence. Ils se marient et ont un enfant ensemble. Mais après 12 ans de relation, Alexandre et Aline divorcent. Aline enchaîne alors plusieurs années de relations instables et destructrices, où les violences physiques et psychologiques sont omniprésentes. Aujourd'hui, à 53 ans, elle a décidé de s'émanciper des hommes. Elle mène désormais une vie tournée vers son métier d'aide-soignante. Mais dans le cœur d'Aline, les traumatismes demeurent. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Aline. Aline, c'est vrai que vous auriez pu penser que les malheurs étaient derrière vous quand vous avez quitté votre mari à ce moment-là. Hélas, vous allez aller de foyer en foyer avec des situations compliquées, et puis vous avez vos 2 enfants. Et votre priorité, c'est qu'il ne manque pas au moins de nourriture. Et c'est pour ça que vous allez être obligé, forcé quasiment par la situation, forcé de vous prostituer. Comment on prend cette décision? Comme vous dites, je ne pouvais pas laisser les ventres de mes enfants vides. C'était pour moi que mon ventre reste vide, mais pas le leur, en pleine croissance. Ça a été dur. Je remontais le trottoir, je m'en allais vers la gare. J'avais la boule au ventre. J'avais peur sur qui je vais tomber. J'ai été violée d'ailleurs en faisant le trottoir.
Et puis j'ai failli me faire lyncher par les prostituées, puisque je leur prenais leur bout de terrain. Ça a été très dur pour moi de trouver un petit coin. La décision, pour moi c'était dégoûtant, mais j'avais pas le choix. Quand je rentrais, je me lavais 5 fois. Je prenais 5 douches. Il fallait que je me lave, je me rince. J'avais l'impression d'être dégoûtante, mais j'avais pas le choix. Et par ailleurs, cet argent, en plus de nourrir mes enfants, il me permettait aussi de remonter dans le Nord chaque week-end pour aller voir ma maman qui était mourante. Donc c'était ça aussi. La première fois, il vous restait 2 francs, je crois, vous avez acheté des préservatifs. Pour, oui. Vous vous souvenez de la première relation que vous avez eue avec un homme en vous prostituant? C'est quelque chose qui doit marquer quand même? Oui. Ou alors au contraire, on fait un blackout et on oublie. C'est plutôt ça. C'est plutôt. Puis après, ça va vite. Enfin, ça va, 5 minutes, c'est fait, quoi. Et bon, c'est dur, mais je ferme les yeux. Et même que non, je fermais pas les yeux parce que j'avais honte. Je me disais, pourvu que ma mère, elle me regarde pas depuis là-haut. Enfin, après, dans ma maman n'était pas encore morte. Pourvu que ma marraine, elle me regarde pas depuis là-haut. Vous aviez honte de vous? Oui. J'avais honte et en même temps, mon corps, c'est mon corps, déjà, j'avais honte. Et puis en même temps, non, je me rendais service pour mes enfants. Vous y allez le soir, vous prostituez? Oui. Parce que vos enfants étaient gardés à ce moment-là? Oui. Alors, j'attendais qu'ils soient endormis, parce qu'il fallait partir une fois qu'ils étaient endormis, donc 21h. De 21h à 23h, il nous fallait être rentrés à 23h, donc je travaillais tous les jours, de 21h à 23h. Et c'était 15-20 euros la passe, enfin l'équivalent? Non, c'était en fait 200 euros, francs. Ouais. La passe, et puis ça fait 30 euros, oui, c'est ça. Voilà, pardon, ouais. Oui. Et puis, si vous voulez les deux, c'était 300 francs. Les deux, c'est-à-dire? La fellation et la pénétration. D'accord. Quand vous rentrez le soir, vous vous lavez? Ah oui. Vous avez honte? Oui. Mais j'étais contente quand je vidais mes poches. Mais j'avais honte. J'avais honte, ouais. Vous leur avez raconté ça à vos enfants? Oui. Eux sont fiers de moi. J'ai rien caché à mes enfants. Je préfère qu'ils le sachent. Ils l'ont su dès qu'ils étaient en âge de comprendre les choses. Et je préfère qu'ils le sachent de moi que de quelqu'un d'autre aussi. Après, quand je l'ai dit à ma famille, surtout mon frère, quand je lui ai dit, je crois que sa bouche est tombée par terre. Mais cette famille, elle ne vous aidait pas? Elle ne pouvait pas vous aider? Mariage, ménage. Débrouille-toi. Après, mon frère, il ne pouvait pas, il était trop petit. Oui, d'accord, mais je veux bien que les gens soient surpris et choqués, mais en même temps, si personne vous tend la main, ah non, vous n'avez pas d'autre solution? Non. Non. Mariage, ménage, débrouille-toi. Donc, j'avais pas d'autre solution, non. J'en avais pas. Comment vous êtes sortie de la prostitution? Eh bien, en faisant le trottoir, donc j'ai rencontré mon deuxième époux, qui m'a fait mon 3e enfant. Et puis, bon, ça allait... Il me plaisait pas, enfin... C'était pour vous en sortir? C'est ça, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, il a une bonne situation, il est gentil, il est serviable, j'apprendrai à l'aimer. Et j'ai appris à l'aimer. Vous avez passé 12 ans avec lui, c'est ça? Presque, ouais. J'ai appris à l'aimer, et puis... 9 ans. J'ai appris à l'aimer, et puis, comment dire... Quand notre fils est né, mon fils du premier mariage, c'était devenu sa bête noire. Sitôt qu'il y avait un truc, c'était mon fils. Et donc, il était toujours en train de le castagner, et ça, je n'accepte pas. Mais il frappait votre fils? Oui. Oui. Parce qu'il usait ses chaussures aussi trop vite. J'avoue que c'est vrai qu'il me faisait des trous comme ça en l'espace de 8 jours. J'étais obligée d'acheter 2 paires de chaussures et de les intervertir pour pas qu'il s'en aperçoive. Et puis jusqu'au jour où, dans une dispute, alors qu'il avait connu mon fils, il avait 2 ans et demi, et il m'a dit, quand le gamin avait 11 ans, de toute façon, ton fils, je l'ai jamais aimé, je l'aimerai jamais. Je dis, c'est comme ça, je m'en vais. On divorce. Ah non, on dit, si, je suis déjà au milieu, il a 11 ans, qu'est-ce que ce sera quand il en aura 15 ? Et je suis partie. Je suis en train de me dire que vous avez une force morale et mentale incroyable. Tout le monde me le dit. Pour résister à ça. Il y a tellement de gens qui se seraient effondrés. J'ai un médecin qui m'a demandé si je me buvais à l'époque, si je me droguais, ou si j'avais des idées suicides. Oui, le suicide. Vous avez pensé au suicide? Ah oui, toute ma vie. Toute votre vie? Ah oui, je dirais oui. Oui, plus là depuis peu, mais oui, même quand j'étais petite. Mais quand j'étais justement très petite, je me souviens d'une phrase que ma mère avait dit au sujet d'une de mes tantes: on n'abandonne pas ses enfants sous n'importe quelle forme que ce soit, la fuite ou le suicide.
Et cette phrase est restée dans ma tête. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est à cause de cette phrase. Jean Dorido, docteur en psychologie, il faut une force incroyable pour affronter tout ça. Oui, il faut une force incroyable, d'autant plus après ces mauvais traitements infligés par le premier époux qui vraiment finissent par construire une image très très dégradée de soi-même, hein, pour vraiment mieux comprendre finalement comment ensuite certains choix ont pu devenir comme des évidences. C'est vrai que des années d'humiliation, bon à rien, mauvais à tout, etc., c'est terrible, mais même la personne la plus forte qui soit, ça finit par lui rentrer dans l'esprit, si vous voulez, et donc elle bascule sur une image très dégradée d'elle-même. Et c'est effectivement d'autant plus admirable de trouver malgré tout la ressource, coûte que coûte, j'ai envie de dire, pour rester debout. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une grande leçon. Vous n'avez jamais porté plainte contre le gendarme? Non, comme je vous le disais, autrement il aurait perdu sa situation et j'avais peur qu'il me tue. Il aurait perdu sa situation. Non, mais aujourd'hui, par exemple, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Non, puis même si je pourrais, moi je le vois mieux, je me porte. D'ailleurs, on se voit plus. De toute façon, il a divorcé de moi, il a divorcé de ses enfants, on s'est plus jamais vus. Il a jamais cherché à revoir ses enfants? Non. Non. Vous n'avez pas de regret de ne pas faire de procès? Non. Non. On peut le faire pendant combien de temps, maître? Là, les délais de prescription, dans ce cadre-là, parce qu'on parle de violence conjugale, c'est à peu près un délai de 6 ans de prescription, donc à compter du premier jour des faits. Alors après, ça peut être prolongé si c'est véritablement en continu. Ça aussi, il faut pouvoir à un moment donné le déterminer. Mais vous voyez, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez évité, en tout cas vous ne souhaitiez pas déposer plainte parce que vous souhaitiez que lui, derrière, donne une pension alimentaire. Et finalement, la peur n'évite pas le danger parce qu'il vous a même pas donné un centime pour vos enfants. Si, les pensions, je les ai eues. Ah, vous les avez eues? Oui. Ah, d'accord. Oui. Parce que comme du coup, après, vous n'aviez plus d'argent pour... c'est la raison pour laquelle vous allez vous prostituer. C'était... je pensais que... on est là, comment? Le divorce, je venais juste de le quitter. Ouais. Et rien n'était encore mis en place. Par ailleurs, j'avais fait une demande d'allocation parents isolés. Et ça, c'est pareil, ça traîne à venir. C'est pas normal. C'est comme il n'est pas normal non plus que je quitte mon mari, que je vais taper aux portes. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis en danger. On ne peut pas vous prendre, il n'y a plus de place. C'est pas normal. Les choses sont en train d'avancer un peu dans ce domaine. Doucement. Trop doucement. J'ai ma nièce qui est morte d'un féminicide en 2019. Quelques semaines auparavant, elle s'était présentée dans un foyer et porte fermée. Aujourd'hui, elle serait peut-être encore vivante si les portes avaient été ouvertes. Comment vous allez, vous, Aline, aujourd'hui? Bien. Bien, parce que le fait d'avoir écrit ce bouquin, ça m'a libérée, mais d'un poids, j'avais quand même ce fardeau toute ma vie sur mon dos. J'avoue. Comme je le disais auparavant, il y avait Noël ou je ne sais quoi, puis j'avais un petit verre dans le nez, je pleurais. Oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Aujourd'hui, je fais la fête. Depuis que j'ai écrit, j'ai fait ma propre thérapie. Mais vous avez rencontré pas mal de salauds, hein, on peut dire les choses. Oui, ça n'a pas été... Vous arrivez quand même à faire confiance à des hommes? Vous arrivez Plus maintenant. Ouais, bah oui. Plus maintenant. Non, parce qu'après, j'ai rencontré quelqu'un de bien. On est restés 9 ans ensemble. Malheureusement, il avait un fils... Et puis de l'âge des miens, et c'était toujours la guerre. Les enfants. Et du coup, chacun voulait défendre ses enfants. Et du coup, ça nous a amené la guerre à nous. Et puis, la longue, après, j'ai rencontré quelqu'un, un Italien. Mais vous aimeriez, vous, construire une vie avec un homme ou franchement, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça? Si, j'aimerais bien quand même. Ouais, vous aimeriez bien, ça me manque d'avoir quelqu'un qui... Si, j'aimerais. Vous pourriez faire confiance à un homme? Celui qui va arriver va mettre du temps avant de m'embrasser. Ouais. Avant de vous embrasser? En tout cas, Aline, vous avez écrit un livre qui retrace votre histoire. On va le voir, ce livre. Ça s'appelle « Pas de douce heure » et c'est paru aux éditions Les Trois Colonnes. Merci, Aline, d'être venue. C'est un message d'espoir, au fond, parce que vous montrez qu'on peut, malgré tout ça, s'en sortir. On peut avancer. Oui. Et même jamais baisser les bras. Même si on prend des coups au propre, comme vous figurez violemment. C'est moi qui vous remercie. Merci, Aline, d'avoir été avec nous.